Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons rester en Grèce et je vais essayer de vous résumer en un quart d'heure, 20 minutes, un texte qui a fait couler énormément d'encre et qui a saisi les neurones de beaucoup de philosophes, jusqu'à Kant on va dire. Je veux parler du traité de l'âme d'Aristote. Alors, vous n'avez aucun texte dans votre manuel, ni dans la version numérique dont je vous ai communiqué l'adresse internet hier. Donc il va falloir se débrouiller sans. Alors, pour comprendre Aristote, la première chose, c'est de bien considérer que la notion d'âme chez Aristote est une notion extrêmement particulière et qui ne correspond que très très peu, voire pas du tout, à ce que nous entendons aujourd'hui, 21e siècle, par l'âme, c'est-à-dire une sorte de principe spirituel qui serait ou pas immortel, etc. etc. On n'est absolument plus chez Platon. Ça, il faut bien en être conscient. Lorsque je vais vous parler de l'âme, chez Aristote, ça n'a aucun rapport avec Platon. Je rappelle que Aristote était l'élève de Platon. Platon a critiqué son maître Socrate, eh bien Aristote va faire pareil avec Platon, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Alors, on commence avec cette notion de l'âme. Qu'est-ce que l'âme chez Aristote? Alors, définition normative, on va dire, l'âme est la forme d'un corps. Voilà, l'âme est la forme d'un corps. Alors, en clair, vous avez un arbre, eh bien, l'âme de cet arbre, c'est ce qui va permettre de distinguer cet arbre de l'arbre qui pousse à côté et qui est exactement de même nature. Voilà. L'âme, c'est ce qui fait que un corps, au sens le plus plat du terme, a une certaine organisation, et cette organisation fait que ce corps est vivant. Voilà. Et c'est tout. Vous voyez bien qu'il n'y a rien comment dirais-je, il n'y a rien de spirituel là-dedans, ou d'intellectuel, on va dire, pour l'instant. Ça veut dire que l'âme et le corps chez Aristote, c'est exactement comme la matière et la forme. Aristote fonctionne énormément avec ce genre de couple. Donc, vous prenez matière et forme. Ben, une matière sans forme, c'est rien. Même le caillou a une forme. Voilà. Eh bien, un corps sans âme, c'est rien. Ça ne peut pas exister. Ça, c'est très important à comprendre. Ça ne peut pas exister. Donc, tout ce qui existe a une âme. Du moins, tout ce qui existe et qui est vivant. Alors, vivant, ça veut dire pour Aristote en mouvement. L'arbre est en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il pousse. Bon, les bêtes sont en mouvement, ça va de soi, et nous sommes aussi en mouvement. Alors, la position d'Aristote, elle est très simple au point de départ. C'est-à-dire que pour Aristote, il s'agit de, comment dirais-je, d'enlever de la notion d'âme tout ce que nous pourrions y mettre d'intelligence, etc., etc. Au point de départ. On verra à la fin que cette, ces soustractions va permettre d'isoler quelque chose de bien particulier, mais ça, en bon scénariste, n'est-ce pas, je vous réserve la chute pour la fin, je ne vais tout de même pas vous décrire le criminel en même temps que je décris la scène de crime. Alors, je vous lis un texte pour que nous arrivions à bien comprendre. Il est une différence entre les définitions que peuvent fournir de chacune de ces passions les spécialistes respectifs de la nature, traduisez les biologistes, et de la discussion, traduisez les psychiatres, les philosophes, enfin tous ceux qui vont s'occuper du logos.
puisque discussion, c'est le terme de gosse. Ainsi, qu'est-ce que la colère? Alors, on prend un exemple. La colère, c'est-à-dire des passions, alors de l'âme, mais attention avec cette notion d'âme, Aristote prend l'exemple de la colère. Donc, le second, à savoir le philosophe, le psychiatre, le second peut dire en effet qu'il s'agit d'un appétit de vengeance ou quelque chose de semblable. Vous voyez, la colère, c'est quelque chose qui va relever de l'âme, des sentiments intérieurs, etc., etc. Et le premier, c'est-à-dire le naturaliste, le biologiste, va dire qu'il s'agit d'un bouillonnement du sang qui entoure le cœur ou celui d'un élément chaud. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que cette âme reçoit du corps, de ce dont elle est la forme, des affections, et c'est quasiment automatique. Voilà. Le biologiste va dire qu'il y a un bouillonnement du sang qui entoure le cœur et que effectivement, ce bouillonnement va nous faire chauffer comme une marmite à l'intérieur et la colère va surgir. Résumé d'Aristote, l'un d'eux rend compte de la matière et l'autre de la forme. Vous voyez, matière, forme, âme, corps. Alors, la conséquence de ça, c'est que Aristote va pouvoir comprendre, va émettre l'hypothèse, que tout corps vivant est un corps animé et que, et c'est là la chose la plus importante à mon sens, et que ça forme un tout indissociable. L'arbre ne peut pas on ne peut pas dire de l'arbre qu'il y a d'un côté son corps et de l'autre côté son âme. Cet arbre qui pousse, celui-ci, précisément, c'est un tout insécable, âme et corps. On ne peut pas séparer. Et c'est ça l'astuce d'Aristote, c'est qu'il va maintenir cet état d'unité pour tout le vivant. Alors, ça va signifier que on va rester en Grèce, donc nous avons une ontologie, c'est-à-dire une échelle de l'être qui est graduelle. Nous allons partir du végétal. Le végétal, il pousse, mais il pousse sur place, il ne se déplace pas. Donc ça veut dire qu'il a une âme végétative, mais nous aussi. Ensuite, on va voir le stade animal. L'animal, lui, il a une âme nutritive. Pourquoi? Parce qu'il va se déplacer pour pouvoir manger, donc pour pouvoir croître, grandir, etc., etc. Et puis nous avons une âme intellective, pas parce que nous sommes intelligents. Nous avons une âme intellective parce que cette forme du corps humain va permettre à ce corps et à cette âme, donc à se composer uni, c'est pas un composé d'ailleurs, le terme n'est pas juste, à cette unité de pouvoir ressentir des tas de choses et accessoirement de pouvoir se nourrir, donc d'assurer à la fois la capacité nutritive de l'âme et à la fois la capacité végétative de l'âme. Mais il est vraiment fondamental de comprendre que pour Aristote, l'âme et le corps ne peuvent pas être séparés. Ça, c'est pas possible. Alors, ça va donner quoi cette histoire? Eh bien, ça va donner que Aristote va poser, alors ça c'est quelque chose qui dans l'histoire de la philosophie a eu énormément d'interprétations, va poser, alors je vais parler grec parce que comme vous parlez tous couramment le grec, ça va beaucoup mieux comme ça, il va poser un hypokeimenon. Alors hypo en dessous, keimenon ce qui soutient. Donc il y a quelque chose, mal traduit la plupart du temps par sujet, parce que quand on dit sujet, on pense 21e siècle, le sujet du discours, vous vous souvenez de Maveniste, ce qui se tient dessous et qui soutient par-dessous, voilà, on pourrait dire ça comme ça, ce qui soutient par-dessous, c'est finalement ce qui permet l'unité du corps et de l'âme.
Donc il y a bien un hypokeimenon de l'arbre, de mon poisson rouge et, et de moi-même, n'est-ce pas? Cet hypokeimenon, c'est lui qui supporte et qui donne l'unité à l'âme et au corps. L'âme et le corps ne peuvent pas être disjoints dans une unité vivante. Mon poisson rouge est une unité vivante. L'âme et le corps ne peuvent pas être disjoints. Mais il y a cet hypokeimenon, ce sujet, ce substrat, pourquoi pas traduire par substrat, c'est pas idiot, cette espèce de substrat qui soutient l'unité âme-corps. Alors, je vous ai parlé de mon poisson rouge, mais il y a quand même une petite différence entre lui et moi. Quelle est cette différence? Eh bien, Aristote va dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement particulier dans l'âme intellective. Eh bien, c'est que l'âme peut se penser elle-même. Alors ça, c'est très important. Je reprends. Si nous sommes une unité, à savoir un corps et une âme, l'âme étant la forme de ce corps, ça va signifier que pour tout être vivant, la disparition du corps est la disparition de l'âme. L'âme de l'arbre ne survit pas à l'arbre, et puis si mon poisson rouge a la triste idée de déserter son bocal, eh ben son âme ne va pas survivre. Il n'y a pas d'éternité de l'âme, du moins tel qu'Aristote entend le mot. D'accord? On a bien compris la forme d'un corps. Mon poisson rouge, je ne vais pas lui prêter je ne sais trop quelle qualité spéculative, pas plus qu'à l'arbre, tout simplement parce que, enfin, sous prétexte qu'ils auraient une âme. Le fait d'avoir une âme ne garantit absolument rien, ça n'a rien à voir avec la pensée pour l'instant. Et on a bien vu que, pour Aristote, la colère, par exemple, peut être comprise du point de vue biologique, c'est-à-dire comme un échauffement de quantités de bidules qui sont dans notre corps et qui, en faisant bouillir la marmite, la fait exploser. Bien. Mais Aristote remarque tout de même que pour l'homme, il y a quelque chose qui va être un peu plus que simplement ce mécanisme unifié et unifiant corps-âme. C'est le fait que l'âme peut se penser elle-même. Et lorsqu'elle se pense elle-même, cette âme, elle pourrait se penser sans corps. C'est-à-dire que pour l'âme, se penser elle-même, c'est cette espèce de fine pointe de la faculté intellective, pour l'âme, se penser elle-même, c'est une manière d'être qui fait abstraction du corps. Je peux me penser sans mon corps. Je ne peux pas penser X ou Y sans mon corps, puisque l'âme et le corps sont unis, et que toute pensée est une affection du corps. Bon, Spinoza va s'en souvenir. Toute pensée est une affection du corps. Tout ce que vit une âme intellective, elle le vit dans un corps, en raison de cette unité insécable. Mais, lorsque l'âme se pense elle-même, eh bien, elle peut se penser comme si elle n'avait pas de corps, comme si elle n'était pas la forme de ce corps. Et là, Aristote va récupérer, d'une certaine manière, cette idée grecque de ce qui est. On a parlé la dernière fois avec Platon, n'est-ce pas? Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. On revient toujours à Parménide. Mais ça va signifier que ce qui devient est marqué du sceau de l'imperfection, du sceau de ce qui est moralement parfois mauvais, etc., etc., etc. Donc, si je récupère par l'intermédiaire de cette faculté qu'a l'âme de se penser elle-même,
Si je récupère à ce moment-là mon hypokeiménon, ben ça va vouloir dire qu'il y a quelque chose dans l'être humain et dans l'être humain seulement qui est éternel, qui est absolument éternel. Donc, il y a une part, il y a quelque chose de l'âme qui est éternel, parce que l'âme a la possibilité de se penser elle-même. Sans son corps, hors de son corps, en faisant abstraction de son corps, mais même quand je dis ça, c'est pas juste, elle ne fait pas abstraction de son corps. Elle existe sans corps, puisqu'elle n'est plus liée dans cette unité vivante, corps, âme, matière, forme, par l'intermédiaire de ce substrat qui garantit et assure cette unité. Donc, résumons-nous, pour Aristote, la distinction entre le corps et l'âme, c'est une distinction de raison, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'Aristote rend par là compte de cette espèce de dualisme que nous ressentons en nous. Il y a d'un côté notre corps, ma foi, qui est voué, ah oui, désolé de vous le dire si vous l'apprenez, mais qui est quand même voué à la mort et à pourrir et à être bouffé par les vers. Et puis, il y a d'un autre côté cette intelligence que nous avons et qui nous donne l'impression, qui peut nous laisser l'impression en tout cas, que nous sommes plus que cette enveloppe charnelle, périssable, dans laquelle cette âme subsiste. Bon, ben ça c'est pas Aristote. Ça, c'est pas Aristote. Le corps et l'âme sont une seule et même unité vivante, parce que c'est cet hypokeiménon, c'est ce substrat qui garantit cette unité. Mais, il y a dans l'âme, dans l'activité de l'âme, dans cette activité intellective, il y a la possibilité pour cette intelligence de se penser elle-même comme intelligence. Et par là, l'âme échappe au devenir malsain, mauvais, pour être propulsée par Aristote dans ce qui est. Mais on a bien compris que pour Aristote, parvenir à penser une sorte d'éternité de la faculté, enfin, d'une partie très particulière de la faculté intellective, eh bien, pour Aristote, penser cette éternité, il y a un prix à payer, d'une certaine manière, et le prix à payer, c'est de considérer que rien d'autre que ça n'est voué à l'éternité. C'est-à-dire que, encore une fois, lorsque je pense avec mon corps, et je ne peux pas penser, dit Aristote, hors de mon corps. Pourquoi? Parce que l'âme est supportée par ce support qu'est l'hypokeiménon. Et c'est cet hypokeiménon. Alors lui, il ne pense pas, lui, il ne fait rien du tout. C'est un principe métaphysique qui assure l'unité. Et donc, vous voyez, cet hypokeiménon comme principe métaphysique, ça va être compliqué, parce que qu'est-ce qui va survivre d'une certaine manière? S'il y a dans l'âme cette faculté de se penser elle-même, donc cette faculté de pouvoir être ce qu'elle est sans corps, et l'hypokeiménon, est-ce que c'est lui qui soutient, qui parce qu'il soutient l'unité âme-corps va quoi? Va passer la mort? C'est un peu compliqué. Deuxième point, qui dit je? Retour à Benveniste. Est-ce que c'est l'âme qui dit je me pense? Non, parce que l'âme ne peut pas dire je sans son corps, d'abord parce qu'il faut parler, et donc c'est cuit. Est-ce que c'est l'hypokeiménon? Ça, c'est pas gagné. Est-ce que c'est cette unité âme-corps qui, dans cette unité, par cette unité, peut dire je? Question. Alors, vous voyez que Aristote nous laisse avec un certain nombre de problèmes. Alors, malheureusement, n'est-ce pas, l'éducation nationale, dans sa grande sagesse, m'interdit de faire l'histoire des interprétations de ce traité, parce que vous voyez bien que là va se greffer tout le problème religieux. Alors, le premier commentateur d'Aristote, c'est un
vient de l'islam, les premiers commentateurs d'Aristote viennent de l'islam, parce que pour l'islam, ce texte d'Aristote va poser un grave problème. Et à travers les commentateurs musulmans, eh bien, nous allons arriver dans le Moyen-Âge latin. Et je vous signale que c'est comme ça qu'on a encore Aristote, parce qu'on n'a aucun texte d'Aristote qui vaille avant le 8e, 10e siècle. Donc, vous voyez, c'est pas terrible. Bon, eh bien, écoutez, je vous retrouve demain, même si c'est samedi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, en faisant cette fois-ci confiance, encore une fois, au metteur en scène de cette série, tout à fait étonnante. Donc, à demain.